Et donc c'est la fin de l'année scolaire, les résultats tombent et parfois ils ne sont pas fameux. Alors parfois aussi les relations familiales se dégradent à cause de ces résultats scolaires. Eh bien on va voir ce qu'en pensent nos spécialistes. Gérer l'échec scolaire et profiter des vacances sereinement, c'est un petit peu ça l'esprit de cet échange aujourd'hui avec vous. Hanan Obeidar, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes coach et psychothérapeute à Marrakech. Merci beaucoup d'être là. Et Madame Fouzia Msaoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en technologie éducative, formatrice et master coach. Merci beaucoup Madame d'être là. Merci à vous. Alors, on y va pour cette histoire d'échec scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une dramatisation de l'échec? C'est-à-dire que, avant de parler de redoublement, certains vont parler d'échec alors qu'il n'y a pas de redoublement. Un échec scolaire, qu'est-ce que c'est exactement, Madame Saudi? Justement, vous avez tout à fait raison. On parle beaucoup d'échecs scolaires, je dirais à tort et à travers, alors que dans la majorité des situations, il ne s'agit pas vraiment d'un échec scolaire, il s'agit plus de difficultés d'apprentissage. Souvent, on parle d'échec scolaire quand il y a surtout une situation où l'on a un rendement des résultats scolaires qui sont vraiment très, on va dire, bas, négatifs. Et donc, c'est lié aux notes. Dans notre esprit, au Maroc, par exemple, c'est lié aux notes. Donc, mais l'échec scolaire ne devrait pas être... Il y a comme une sorte de stigmatisation de l'échec scolaire, parce qu'on l'associe à un échec dans la vie. Et souvent, les parents, les éducateurs, pour eux, un enfant qui a peut-être eu de mauvaises notes, c'est un enfant qui peut, il y a un risque de ne pas réussir sa vie. Et c'est ça c'est vraiment une grosse erreur. Voilà. Moi, je dirais je préfère parler plutôt de difficultés scolaires. Il y a une citation qui me revient à l'esprit de Mandela qui dit « Moi, je n'échoue jamais, je ne perds jamais, soit j'apprends de mes expériences, soit je réussis. » Quelque part, il y a une réussite. Il y a un apprentissage. Voilà, absolument. Alors, justement, dans ce sens-là, un redoublement, est-ce que c'est un échec? En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec Fouzia quand elle a dit que on ne parle pas d'échec scolaire, mais de difficultés au niveau scolaire. Parce que quand on parle d'échec scolaire, il faut savoir que ça veut dire que la personne, elle a été au niveau où elle a dû quitter le système scolaire. Donc, un abandon ou un décrochage complet de la scolarité. C'est là où on parle d'échec scolaire réellement. En fait, c'est le vrai sens de ce terme. Sinon, c'est que la personne, elle est en difficulté. Elle a une difficulté d'apprentissage. Elle va avoir peut-être un redoublement. Elle va avoir peut-être des notes qui ne sont pas satisfaisantes. Alors, satisfaisantes pour qui? Pour qui, absolument? Pour le système éducatif, pour les parents, pour l'entourage, pour le condiraton. Donc, et malheureusement, aujourd'hui, au Maroc, je me rends compte, et beaucoup de spécialistes dans le domaine se rendent compte qu'on est aujourd'hui dans un système où on donne plus d'importance à la note que à ce que l'enfant va apprendre. Et au processus. Et au processus d'apprentissage. À l'âge d'apprentissage, on estime qu'aujourd'hui, au fait, il y a des caricatures dans ce sens, moi, que je trouve qui sont vraiment superbes. C'est une maîtresse qui a des enfants qui ont des petites bulles, alors chacun avec sa petite forme, et la maîtresse, elle a une paire de ciseaux, et elle se met tous à leur couper leurs bulles sous forme carrée pour être comme elle. Les enfants sont différents, donc à partir du moment qu'ils ont cette différence, il faut l'accepter. Il faut accepter que tous les enfants à 5 ans n'auront pas le même niveau d'apprentissage peut-être de l'écriture, de la lecture. L'écriture, c'est plutôt vers 6 ans. Ouais. Mais c'est pas à 6 ans. Et à 6 ans, tous les enfants vont l'avoir. Il y en a qui vont l'apprendre à 5 ans, il y en a qui vont l'apprendre peut-être à 8-9 ans, peut-être ceux qui vont avoir un petit retard par rapport aux autres et ceux qui vont être dans les standards. Donc on ne doit pas dramatiser peut-être un retard scolaire d'un enfant sur la base Même le terme retard fait très peur aux parents. Exactement. Retard dans les acquis, il est toujours en retard mental. Oui, c'est toujours associé à l'intelligence. À l'intelligence. Ça effraie les parents. Retard dans les acquis, ça veut dire il n'est pas intelligent, il est en retard, il est à la traîne. Est-ce que c'est ça? En fait, non, parce que la première des choses, c'est que
il faudrait, moi je suppose que quand on est éducateur déjà, on devrait comprendre aussi le fait qu'on n'apprend pas de la même façon. Il y a des profils d'apprentissage, il y a aussi des profils de compréhension, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas de la même manière aussi. On a des auditifs, on a des kinesthésiques, on a des visuels, et si on n'offre pas aux enfants une sorte de pédagogie différenciée par niveau, par besoin, et on essaie aussi on va dire, de répondre aux besoins réels de chaque enfant, on pourra peut-être quand même, il y a un risque, c'est le risque de tout mettre, on va dire de considérer les enfants comme étant... Ils sont pareils. Oui. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous avez parlé, Madame Saouadi, de profil d'apprentissage, et peut-être que ça serait intéressant de partager ça avec les parents, qu'il y a différents profils, ils ont tous un nom parce qu'ils ont été identifiés, et que chaque enfant apprend d'une manière spécifique. Tout à fait. Mais en classe, eh bien, ou le système éducatif de façon générale, a un seul modèle d'apprentissage. Est-ce qu'on peut détailler ces différents profils, ces différents modèles? En principe, ce n'est pas vraiment, je pense que ça fait partie quand même des modules de formation des enseignants de manière générale, mais il y a beaucoup de... moi, je suis l'application plus du voilà, programme. c'est un peu difficile parce qu'il y a la charge déjà, il y a le programme le contenu qui est très très chargé, et parfois les enseignants n'arrivent pas vraiment à gérer. On est devant 30 élèves, et moi j'ai parfois des formations à la carte. Voilà. On est d'accord. Mais juste pour les parents qui sont avec nous, on leur dit, votre enfant a un retard dans les acquis. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par identifier le retard. D'accord, mais on leur dit votre enfant a un retard dans les acquis. Et là, ils entendent dire que les profils d'apprentissage sont différents, qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut leur déterminer, en fait, leur définir ces profils d'apprentissage? Parce que peut-être que cet enfant n'a pas de retard dans les acquis, mais on ne lui a pas adapté l'apprentissage de ces acquis-là, enfin de ces compétences-là, à son propre profil. Est-ce qu'on peut rappeler aux parents? Je suis d'accord, mais il ne s'agit pas uniquement de rappeler aux parents, parce que les parents, ils sont en dehors du système scolaire, on va dire. Mais juste comprendre. Mais c'est peut-être comprendre, mais je pense que c'est une action à mener en parallèle. C'est-à-dire, vis-à-vis des enseignants, il y a des enseignants qui ne sont pas encore capables, justement, d'accepter l'idée que, devant eux, ils ont quand même 30 élèves qui apprennent de manière différente. Et souvent, même s'ils sont conscients, ils se disent, bon, j'ai pas le temps vraiment de proposer, on va dire, un enseignement individualisé, ça va être vraiment très difficile. Alors ces profils, on les nomme? Oui, en fait il y en a trois. Il y en a trois? Il y en a trois, en fait. Il y a le profil visuel, il y a le profil auditif et le profil kinesthésique. Mais c'est vrai, en fait, après il y en a plusieurs, hein. Ça dépend des démarches. Là, c'est plus une démarche au niveau de la PNL. Et pour les parents, en fait, s'il faut leur rappeler peut-être un point, c'est de leur dire que peut-être un enfant visuel, il aura du mal à apprendre par cœur. Chose qui va être très facile pour un enfant auditif. Parce qu'il a cette intelligence, on va dire, auditive. Donc, il est un peu séquentiel, il arrive à apprendre les mots, mot après mot, parce qu'il est vraiment dans la parole, mais en plus, il est dans le processus d'apprentissage. On va prendre le cas d'une poésie, par exemple. Une poésie, un auditif, il va l'apprendre très rapidement. Mais il par va exemple, apprendre le mot. Alors, un visuel, un visuel qui sait lire, on va lui donner une poésie, il va pouvoir l'apprendre en la lisant. En fait, il y a des techniques d'apprentissage pour les... Mais juste de façon, on va dire, grossière. On va la dessiner. Pour l'auditif, on va la lui rappeler. Il va la recommencer 2 fois, 3 fois. Il va apprendre les mots et la suite des mots. Pour le visuel ou le kinesthésique, on va lui apprendre peut-être avec une mélodie. En la jouant, en la faisant parler pour qu'il puisse ressentir l'émotion derrière la poésie qu'il est en train d'apprendre. Donc du coup, il va l'apprendre beaucoup plus facilement. Un visuel, je vais plus à lui faire dessiner. Par exemple, si c'est une poésie pour un petit enfant qui parle de l'arc-en-ciel, avec les couleurs, on va essayer de dessiner la poésie. Voilà, avec lui. Et dans ce dessin, il va se rappeler cette suite logique et du coup, il va apprendre les mots. Mais voilà, en fait, c'est ce qui permet à chaque fois, surtout quand ils sont tout petits, mais aussi quand ils sont grands, parce qu'il y a aujourd'hui des techniques, des méthodes qui leur permettent d'apprendre un peu plus facilement. Il y a par exemple l'utilisation du mind mapping, qui est juste la schématisation des cours qui leur permet, qu'ils soient visuels, auditifs ou kinesthésiques, d'apprendre et d'apprendre rapidement. Ok. On revient sur cette technique de mind mapping? Oui, les cartes, justement, j'allais en parler. Les cartes heuristiques, c'est très recommandé pour les visuels, mais en principe, c'est pour tous les profils d'apprenants, parce que ça permet un seul, on va dire, un seul schéma, vraiment une sorte d'arborescence, on les appelle des cartes mentales, et ça permet à l'enfant de vraiment aller vers l'essentiel, de structurer sa pensée et de mémoriser. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui, moi, en fait, m'interpelle par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les sciences de l'éducation, les techniques
éducative, pédagogique évolue. Mais dans les classes, c'est toujours le même processus. Ça devient presque un luxe d'avoir ce genre d'information qui est aujourd'hui un droit, en fait. C'est un droit puisque des spécialistes sont formés à cela, mais ce n'est pas généralisé. Je suis d'accord, mais je pense que quand même, je dirais qu'il y a quand même l'apport de l'enseignant, c'est-à-dire que les enseignants, c'est une invitation en fait. Oui. Quand on est enseignant, on est amené aussi à développer ses compétences. On ne va pas se baser sur une formation qui a été faite il y a 10 ans ou 20 ans. Les choses évoluent tellement et donc il faut être à jour. Il faut essayer aussi de mettre à jour ses compétences à travers l'auto-formation. Aujourd'hui, Internet nous permet vraiment, je le dis en connaissance de cause, moi je n'arrête pas d'apprendre. Au jour d'aujourd'hui, j'apprends Quand vous dites toujours. Internet nous apprend, ça veut dire que c'est gratuit. Mais oui, c'est gratuit. Il y a de l'auto-formation, il y a des MOOC, des Massive Online Open Courses, il y a des cours e-learning. Mais pour ça, il faut payer. Pas forcément, pas du tout. Je suis en train de vous parler juste d'une offre qui peut à la fois aller vers le développement professionnel, on développe des compétences nouvelles, mais en même temps, on est vraiment à jour de ce qui se passe dans le monde entier par rapport aux nouvelles approches, par rapport... Et ça, je pense que c'est pas forcément une obligation de l'école, c'est aussi un devoir personnel qu'il faut prendre. C'est une sorte de conscience aussi. Voilà, exactement, absolument. Je le vois comme ça. Alors, on n'a pas répondu à la question du redoublement. Est-ce que un redoublement, c'est forcément un échec? Pas du tout. Moi, j'estime qu'un redoublement, ça veut dire que l'enfant n'a pas eu le temps d'acquérir les compétences nécessaires pour passer à la classe suivante. Et s'il faut qu'il redouble, ça veut dire que peut-être il faut aussi l'accompagner dans les techniques d'apprentissage. Alors, c'est soit on va identifier que le problème vient peut-être d'un problème d'apprentissage comme ceux qu'on connaît. Il y a la dyslexie, la dysgraphie, en fait, il y en a plusieurs. Donc peut-être il faut aller voir un spécialiste pour identifier réellement quel est le problème de l'enfant. Si le problème, c'est un problème psychologique, ça veut dire que peut-être... Pardon de vous interrompre, mais surtout que le diagnostic des 10 ne peut pas être posé avant l'âge de 6 ans. Exactement. Alors, déjà, on ne parle pas d'échec scolaire ou de difficultés scolaires avant l'âge de 6 ans, ni de problèmes comportementaux, ni rien du tout. Donc, ni les 10, ni l'hyperactivité, ni rien du tout avant 6 ans. On parle de retard dans les acquisitions, justement. On parle déjà de retard chez tout petit, en maternelle. Alors, moi, en tout cas, quand je rencontre des enseignants qui me parlent de retard chez les tout-petits, je leur dis faites attention aux mots que vous utilisez. Absolument. Ça a beaucoup d'impact sur les parents, ça a beaucoup d'impact chez l'enfant. Et c'est peut-être un excès de zèle que de dire qu'un enfant de 3 ou 4 ans, il a un retard d'apprentissage. Il a déjà l'apprentissage de la langue qui est en train de se faire, l'apprentissage de la parole, l'apprentissage du geste, du mouvement, l'acquisition de tout ce qui est on va dire autonomie. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui dans notre système et dans notre monde actuel on met l'enfant à 1 an et demi, 2 ans à la crèche que ça veut dire que c'est normal. C'est pas normal. Donc, exactement, on oublie, on brûle les étapes. Voilà, on brûle les étapes par rapport à tout ça. Si vous me permettez, est-ce qu'un redoublement au CP, vous le concevez? Non. Franchement, non. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire redoubler un enfant CP parce qu'il c'est à la demande des parents. Si c'est à la demande des parents. Ouais. Si c'est à la demande des parents, parce que peut-être que l'enfant n'a pas été bien accompagné, qu'ils ressentent que peut-être l'enfant il a un retard par rapport aux autres enfants. À ce moment-là, le redoublement peut se faire pour aider l'enfant à rattraper ce retard et aller beaucoup plus à l'aise dans son système éducatif. Ça ne sert à rien du tout de le faire passer en CE1 alors qu'il n'a pas acquis les bases du CP. Et ça, du CP, à savoir la lecture. Voilà, mais je ne considère pas ça comme un redoublement. C'est juste qu'il prend le temps qu'il lui faut pour acquérir les compétences. C'est une préparation. On ne parle pas de redoublement comme ça. Justement. Exactement. Mais je pense qu'effectivement, c'est aussi une question de perception. L'échec pour nous, le redoublement pour nous, c'est carrément négatif. Alors que parfois c'est un choix. Alors que parfois c'est un choix, même à l'université, parfois c'est un choix. On préfère peut-être reprendre ses études pour aller dans la bonne voie, pour être mieux basé, on va dire. Juste par rapport aux difficultés qui mènent vers l'échec scolaire, en plus de ce qui peut relever des troubles, on va dire, d'apprentissage, c'est beaucoup plus génétique, entre guillemets. On a des problèmes qui peuvent être carrément liés juste à la question de confiance en soi, peut-être aussi l'impact de la famille, les parents, comment ils voient la scolarité de leur enfant. Ce qui empêche l'enfant de réussir. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a trop, on a l'impression qu'il y a trop de pression
Maintenant, un enfant, moi je me rappelle, il y a 20 ans, 30 ans, un enfant au niveau du CP, il n'avait pas de devoir à faire à la maison. Mais aujourd'hui, il y a des enfants avec, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Des devoirs tous les jours. Mais déjà, voilà. Et ça stresse les parents. Exact, et automatiquement, le stress des parents, ça se transmet aussi aux enfants. Et donc, on est vraiment dans une situation un petit peu... D'ailleurs, le problème qui se pose, c'est que ce fameux stress, alors l'enfant, il va à l'école, souvent c'est des écoles qui ont on va dire un volume horaire qui est très important par rapport à l'âge des enfants. Quand l'enfant finit à 17h ou 17h30 et qu'il rentre à la maison, le temps à peine de faire le goûter, il doit faire ses devoirs, après il doit se coucher, moi je leur pose juste la question, quand est-ce que cet enfant pourra vivre sa vie d'enfant? Quand est-ce qu'il va jouer? Quand est-ce qu'il va s'amuser? En classe, il doit rester toujours carré. À la maison, il ne doit pas faire de bêtises. Quand il revient à l'école, il doit avoir l'énergie qu'il faut, pas plus, pas moins. Absolument. Et donc l'enfant, en fait, ce qui se passe, et là, pour compléter ce qui a été dit, c'est que c'est vrai qu'il y a en fait tous les problèmes de comportement ou d'apprentissage qui peuvent être soit les dyslexies, tous les 10, avec aussi des problèmes d'hyperactivité ou autres, mais là, on peut en parler qu'à partir de 6 ans. On a les problèmes psychologiques qui peuvent être liés à la vie familiale, à la relation de l'enfant avec lui-même, à comment il s'estime ou il se sous-estime. Et puis, il y a un troisième point qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est la phobie des enfants aujourd'hui vis-à-vis de l'école. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont mis en crèche ou à l'école en très bas âge. Et du coup, ils développent cette phobie où ils ont l'impression qu'on les a lâchés, qu'on les a jetés, qu'on s'est débarrassé d'eux à l'école. Et du coup, ils n'aiment pas l'école. Mais justement, en même temps, c'est vrai que dans ce que vous dites, vous êtes spécialiste, et j'imagine que vous devez avoir raison, mais les parents qui sont dans la situation, dans l'obligation de confier leurs enfants à la crèche, parce que justement ils travaillent et qu'ils préfèrent et qu'ils se disent bon c'est plus intéressant de le mettre en crèche que de le laisser à la maison et on va le mettre devant un écran. C'est pas pour le culpabiliser les parents, absolument pas, non, du tout, c'est pas du tout ça. Ça. Moi, en fait, si mais restez vigilant en fait. En fait, si je le dis, c'est pour dire aux parents, si votre enfant a des difficultés à l'école, essayez juste de comprendre pourquoi. Donc, est-ce que c'est un problème lié à l'apprentissage, lié peut-être à la psychologie de l'enfant, ou lié à cette phobie qu'il peut avoir de l'école, qui peut n'avoir aucune relation avec les parents eux-mêmes. C'est peut-être qu'il a été en contact avec une enseignante ou une maîtresse qui n'avait pas peut-être la bonne pédagogie à avoir avec l'enfant, qui s'est senti peut-être mal à l'aise, ou peut-être même lié à la relation qu'il a avec les autres petits-enfants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ils sont à l'école, ils ne sont pas juste avec la maîtresse. Ils sont aussi avec les camarades. Et on sait tous que les enfants peuvent être très durs les uns vis-à-vis des autres. Alors cette spirale justement de l'échec, elle peut carrément engloutir l'enfant et sa famille. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'enfant, mais plus ils avancent dans l'âge et plus les choses sont un peu plus compliquées. Surtout lorsqu'ils arrivent à l'adolescence. Ils sont adolescents en pleine crise. Et en plus de ça, l'échec vient. Et les parents ne sont pas contents, et ils dévalorisent cet enfant, et là, c'est vraiment l'engrenage. Oui, exactement. En fait, souvent, il y a aussi un problème qui surgit, c'est de la démotivation. Et là encore, il faudra chercher la raison, parce que la démotivation, elle peut venir déjà de la famille, comme elle peut venir de l'école elle-même. Alors, souvent, au niveau de l'école, on devrait d'abord commencer par peut-être faire aimer la matière. Il y a des enfants qui aiment, ils sont vraiment dans la joie quand ils vont dans une classe de peut-être d'histoire géo, mais ils n'ont pas la même attitude dans une classe peut-être de maths ou de physique ou autre. Donc déjà, la motivation, c'est un élément important sur lequel on devrait peut-être se pencher. La motivation vient aussi de la maison. Justement, pour la motivation, on a presque l'impression qu'un enfant n'a pas besoin d'être motivé. Il est fait pour aller à l'école et c'est tout ce qu'on attend de lui. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Oui, on n'attend pas de lui qu'il soit motivé. Son rôle, c'est d'aller à l'école et de bien travailler. Et voilà. Et d'avoir de bonnes notes. Mais justement, à propos des notes, il y a quelque chose de vraiment alarmant parce que souvent on va à l'école et le défi, c'est d'avoir les bonnes notes. Le défi, c'est pas d'apprendre, c'est pas de construire une sorte de culture générale. Le défi, c'est de passer les examens. Et ça devient, en fait, c'est comme une sorte de dérive à la fin. La preuve, c'est que si on prend un élève du baccalauréat qui vient de passer ses examens, on passe peut-être juste après une semaine, on lui repose la même question qu'il a eue, il sera incapable de répondre. Alors, l'explication, ce serait quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on ne travaille que pour les examens. Et ça, c'est une erreur.
Je pense que la première des choses, ce serait de sensibiliser les enfants au fait que si on va à l'école, la valeur ajoutée, c'est quoi? Donc, c'est de les sensibiliser justement à cette valeur ajoutée, à ce qu'ils vont apprendre. Et alors, c'est quoi cette valeur ajoutée, justement? La valeur ajoutée, c'est, voilà, je suis en train de faire des choix. Donc, lui donner cette impression qu'il est en train de faire des choix, qu'il est en train de se construire, qu'il est en train de développer des compétences, qu'il sente vraiment qu'il y a un impact sur sa personne, sur sa façon d'être, sa façon de se comporter. Et je pense que c'est important d'aller aussi dans ce sens. Absolument. Et ça, en fait, c'est à mettre dans le cadre d'une relation avec cet enfant ou cet ado, qui est une relation de respect et de confiance depuis sa naissance pratiquement. C'est-à-dire qu'on le valorise en tant qu'être humain à part entière. En fait, à travers l'apprentissage, il va apprendre le monde qui l'entoure. C'est ça qu'on oublie souvent. Donc, pour l'accompagner, peut-être un conseil pour les parents, c'est quand il a par exemple des cours de géologie, des cours d'histoire géo ou autre. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde ce qui existe dans le monde, en fait, quand je dis le monde, c'est plus Internet. Il y a tellement de documentaires, il y a tellement d'émissions spécialisées pour les enfants, il y a tellement de films documentaires qu'on peut voir ensemble avec les enfants. Il a un cours de géologie sur les tremblements de terre. On a entendu qu'il y a eu un tremblement de terre, ou peut-être juste lui rappeler l'histoire de notre pays, et comme ça on touche deux matières qui sont différentes, et l'histoire et la géo, et les SVT, on va dire. Et donc on va lui rappeler peut-être le tremblement de terre qu'il y a eu à Agadir, et on va aller regarder une émission qui explique ce qui s'est passé, contextualiser la chose. On va regarder peut-être un documentaire ou une émission spécialisée dans tout ce qui est expérimentation scientifique pour expliquer c'est quoi, en fait, il suffit juste de taper sur Internet, c'est quoi un tremblement de terre. Et puis on va trouver peut-être des centaines de vidéos spécialisées pour enfants qui expliquent le tremblement de terre. Et à ce moment-là, l'enfant, il aura contextualiser déjà le tremblement de terre, quand est-ce que ça arrive, ou quand est-ce qu'il y a des risques. Sortir juste du théorique et de c'est juste pour l'école. On a un cours, je ne sais pas moi, de SVT sur les muscles. Viens, je vais t'expliquer les muscles déjà dans ton corps. Regarde, là, c'est tes muscles, par exemple, au niveau des pieds, des cuisses, les bras, les avant-bras. Regardez peut-être une émission, aller chercher peut-être des photos. Contextualiser les choses pour amener l'enfant à comprendre l'intérêt de ce qu'il voit à l'école. Alors, oui, pardon. Juste un petit commentaire. En fait, je suis tout à fait d'accord avec l'approche. L'idée, c'est d'aller, pour faire aimer l'école d'ailleurs à l'enfant, faire aimer aussi les cours, les programmes scolaires. Exact. Il faut que, peut-être, au niveau des enseignants, qu'on ait cette approche, on commence par ça. Séduire justement l'enfant, le séduire dans le sens où on devrait l'accrocher. Comment? Il y a différentes méthodes, approches pédagogiques qui sont capables justement de motiver et d'accrocher l'élève. D'où l'importance de la formation. Et moi je me dis exactement, je me dis que le plus important c'est pas le programme scolaire, parce qu'une fois je tiens l'élève, je l'ai accroché, ça va être beaucoup plus facile de lui transmettre, entre guillemets, ou de lui faciliter le savoir que j'avais on va dire, à partager. Mais tant qu'il n'est pas encore ouvert, que son esprit n'est pas ouvert. D'ailleurs, l'enseignement, ce n'est pas uniquement toucher l'esprit, c'est aussi toucher l'âme. Un enseignant, il est là pour également, on va dire, inspirer, donner envie. Donc, si on commence par ça, je pense que peut-être qu'on va réduire un peu l'échec, entre guillemets, l'échec scolaire dont on parle. Alors, vous l'avez dit, ça c'est jusqu'à là, ce que nous avons fait, c'est essayer de comprendre l'échec, essayer de voir comment on peut le prévenir, mais le volet relationnel au sein de la famille est très important quand les résultats ne sont pas bons, quand il y a un redoublement. C'est-à-dire que, on l'a souvent dit dans nos émissions, pour le dénoncer bien sûr, l'enfant est souvent considéré uniquement comme l'élève. Et donc, si l'élève n'est pas bon, l'enfant n'est pas bon non plus. Oui. Et donc, ça détériore malheureusement les relations familiales. Il faut absolument qu'on mette le doigt sur ce point qui est très important. Restez avec nous, on revient juste après une courte pause, en compagnie également, en fin d'émission, du docteur Fatem Zahra Jebran, néphrologue, pour prendre soin de nos reins pendant le mois de Ramadan. À tout de suite. Allez, de retour pour la deuxième et dernière partie d'On se dit tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que vous êtes bien installés. C'est un plaisir de vous accompagner. C'est la fin de l'année scolaire. Les résultats tombent et pour certains enfants, eh bien, on va dire que les parents ne sont pas très contents. Certains parleraient même d'échec. Les spécialistes aujourd'hui insistent sur l'importance de l'apprentissage, même à partir d'un échec. Et justement, nous allons veiller aujourd'hui à ce que vos relations familiales ne soient pas dégradées à cause des résultats de vos enfants, parce que ce ne sont pas que des élèves.
élèves, ce sont également vos enfants. On en parle avec deux spécialistes. Hanan Obeidar, vous êtes coach et psychothérapeute à Marrakech, et Madame Fouzia Msaoudi, vous êtes docteur en technologie éducative et master coach. Merci beaucoup d'être là. Donc, ce point qui est très important, c'est d'arrêter de voir l'enfant uniquement comme un élève. Un enfant, c'est avant tout notre bébé, et avant d'être un élève en classe. Et donc, un enfant qui a de mauvais résultats scolaires n'est pas forcément un mauvais être, on va dire. Tout à fait. Moi, j'irais peut-être un peu loin. Un enfant reste quand même un enfant, c'est pas uniquement un élève, mais c'est pas aussi ce que j'appellerais ça un bulletin scolaire, parce qu'il y a certains parents qui font aussi la comparaison entre leurs enfants ou avec des cousins. Eh ben, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme ta sœur, tu n'es pas comme ta cousine ou ton cousin. C'est-à-dire que finalement, cet amour qu'on devrait porter en tant que parent, un amour inconditionnel. Moi, je pense qu'il faut revenir à ça. C'est-à-dire que là, en tant que maman, je devrais être affective, je devrais aimer mes enfants parce que ce sont mes enfants et pas parce que j'attends d'eux qu'ils soient les meilleurs élèves du monde. À partir du moment où je commence à les considérer comme étant des élèves, de bons ou de mauvais élèves, là, je peux facilement rompre cette relation qui devrait être une relation de connexion et de... Maman et papa, voilà, bien sûr. Exactement. Et peut-être aussi, par rapport à ça, l'idée que ce rapport qu'on a aux notes, il devrait peut-être aussi être revu. Je vous donnerai l'exemple, ce n'est pas un modèle, mais ça a confirmé quand même l'intérêt. Le système éducatif finlandais, on ne note pas les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire le primaire, carrément. Le primaire, on va dire, les enfants, ils sont juste... le travail des enfants, c'est des appréciations qu'on leur accorde. Acquis ou pas acquis? C'est compétences acquises ou compétences non acquises. Oui. Mais ce n'est pas vraiment... Et on va travailler pour les accompagner. Tout à fait, c'est pour les compétences. À compléter. Dans notre contexte, je suppose qu'il faudra commencer par une rééducation, une sensibilisation. Parce que si on veut, par exemple, passer à une formation ou un enseignement sans notes, il faudra préparer et les enseignants et les élèves. Je prendrai un exemple très simple. Quand on a 17, 18, et je ne généralise pas, on a des cas où on a des très très bonnes notes, mais par rapport à la compétence dont ma collègue a parlé tout à l'heure, il y a un écart. La preuve, c'est que parfois, avec 18 de moyenne, on n'arrive pas à décrocher quand même une bonne école après un concours. C'est-à-dire que la note, finalement, je suis en train de remettre en question un petit peu la signification de la note. Le système de notation. C'est-à-dire que la note, finalement, elle ne correspond pas. Peut-être que ce n'est pas un problème de triche, mais un problème de système de notation. Système de notation... Ça, c'est l'ancienne enseignante qui parle aussi. Mais c'est très compliqué. C'est vraiment... franchement, quand on aborde cette question, c'est important parce qu'on ne peut pas lâcher comme ça triche et... Non, j'ai donné l'exemple de triche parce que, encore une fois, par rapport à la note, la note, c'est une façon de m'évaluer. Ça me donne une idée sur qui je suis, comment je suis, etc. Mais généralement, ce n'est pas forcément, on va dire, un critère pour pouvoir mesurer la compétence. Là, je vous suis. Voilà. Parfaitement. Mais résumer à cela, à de la triche, je ne suis pas d'accord. En fait, en toute honnêteté, j'ai toujours été contre le fait de dire tel pays... Eh bien, c'est que ça. Tel autre pays, c'est que ça. Je pense que je me suis mal fait comprendre. Voilà, maintenant on a éclairci quand j'ai donné l'exemple, j'ai voulu exprès donner un exemple, mais ce n'est pas un exemple pour dire, voilà, on arrête au Maroc, on va faire comme la Finlande. Oui. Ce n'est pas l'idée. Je vous dis que, tout simplement, il y a quand même des approches qui sont très inspirantes. Et au Maroc, on a... il faut adapter ça. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour pouvoir vraiment nous inspirer de ce qui peut marcher à travers le monde. Nous inspirer, ça ne veut pas dire prendre les choses comme elles sont. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du contexte. Il faut d'abord préparer le contexte, mener une conduite de changement, toucher les mentalités, toucher un petit peu l'éducation. Et c'est après qu'on peut parler vraiment d'approche d'enseignement. Je pense qu'il faudra aussi séparer enseignement et éducation. Moi, franchement, je suis très convaincue par rapport à ça. Enseigner, c'est d'abord éduquer. Malheureusement, depuis quelques années, et je ne généralise pas, ça dépend des enseignants, ça dépend des écoles. Prudente maintenant. Oui, je suis prudente parce que je ne voudrais pas que je sois mal, on va dire, qu'il y ait de mauvaises interprétations. C'est ça le danger, justement, de ne pas nuancer les choses. C'est pour ça que j'ai insisté. Voilà. Mais c'est très bien, parce que là, en fait, effectivement, quand je parle de conduite du changement, ça doit toucher à la fois les parents, l'éducation, ça doit toucher l'enseignement, ça doit toucher les programmes scolaires, ça doit toucher énormément de choses à la fois. Ce n'est pas uniquement une question d'enseignement, mais c'est lié principalement à l'éducation.
Parfait. Alors, cette histoire de comparaison, vous en avez parlé, Madame Saoudi Fouzia, il y a quelques instants. Vous êtes psychothérapeute également, Hanan. La comparaison entre la fratrie, la famille, tout ça, quel impact ça a sur la psychologie? On parle beaucoup de développement personnel, de confiance en soi, tout ça. Exact. Quel impact ça a sur cet enfant, cet ado? Surtout quand l'enfant il se situe dans la comparaison comme étant le membre inférieur aux autres, ça ne peut être que négatif. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on lui explique? On lui explique que l'autre est meilleur que toi, que l'autre fait mieux que toi, que l'autre va réussir mieux que toi. Donc, on lui injecte quelque part, au fait, une grande dose de sous-estime et sous-confiance de soi. Chose qu'il ne faut absolument pas faire avec l'enfant. Qui n'est pas efficace si on veut sortir cet enfant de absolument cet pas. échec, entre Et je guillemets. comprends les parents, parce que souvent, quand je leur parle, ils me disent « Oui, mais moi, je l'ai fait juste pour le titiller, pour le rendre jaloux, pour qu'il fasse un peu plus d'efforts. » Voilà. C'est sûr que ça part d'une bonne intention, mais malheureusement, son impact peut être très difficile et très mal intégré par l'enfant. Voilà. Donc, c'est ça la vraie difficulté. Donc, on ne compare pas. De toute manière, personne ne peut se comparer à qui que ce soit, qu'on soit enfant, adulte, bébé. Chacun est unique. Chaque personne est une personnalité à part. Donc, on ne peut pas comparer les gens. Et c'est très mauvais de comparer. Toi, t'es mon enfant. Et comme ça a été dit tout à l'heure, je t'aime malgré tout, c'est inconditionnel. Ça veut dire que mon amour pour toi, c'est un amour de maman ou de papa envers son enfant. La note, c'est à part, c'est comme une compétence. C'est comme si demain, après-demain, on me disait, quand je vais être grand, on va t'aimer selon l'argent que tu vas pouvoir gagner. On va t'aimer selon le métier que tu vas exercer. Ben c'est pareil, si je vais t'aimer parce que tu as eu une bonne note, et là je suis toute contente, c'est le prince de la famille, on en parle là, tout le monde, on est fiers de lui. Et puis peut-être le petit dernier qui a des petites difficultés à l'école. Ah, bah tu n'es pas comme ta sœur ou comme ton frère. Ah, mais toi malheureusement, ou on n'en parle même pas. Et quand on nous pose la question, ah, laisse tomber, lui c'est une autre histoire. Oui. Comment il va le vivre? Comment il va le vivre déjà le petit? Même l'aîné peut-être qui est excellent à l'école, il va sentir de la culpabilité de rendre malheureux son petit frère. Ou peut-être il va ressentir de la supériorité vis-à-vis de son petit frère et ça va créer des relations qui vont être tendues même quand ils vont devenir grands. Posez la question aux gens qui ont aujourd'hui 40, 50 ans. Quelles sont les difficultés ou quels sont les souvenirs qu'ils gardent de ce qu'ils étaient quand ils étaient petits. Ils vont vous dire, bah, moi je me rappelle toujours, ma mère elle me disait, ah bah regarde ta cousine, Lesk, ta cousine qui a fait mieux que toi, Sidk, ton cousin qui a étudié mieux que toi, qui a été dans l'école mieux que toi. Il n'y a pas de vilain métier, il n'y a pas de mauvaise profession à faire quand on est adulte. Après, c'est chacun. Il y a des gens qui sont beaucoup plus manuels, il y a des gens qui sont beaucoup plus intellectuels, il y a des gens qui vont aller plus vers des métiers parce qu'ils ont une facilité à apprendre, comme médecine ou autre. De toute manière, je leur dis, tout le monde ne sera pas médecin, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de ingénieur, il n'y a pas de sous-métier et de surmétier. Chacun va faire le métier qui lui convient et c'est ça le plus important. Alors justement, les vacances d'été sont là pour certains parents. Quand il y a de mauvais résultats, eh bien, c'est pas de vacances. Pas de voyage, pas de sortie, tu ne mérites pas en fait. Est-ce que ça vient compliquer encore plus la situation? Je suis tout à fait d'accord parce que finalement, on revient encore une fois à cette idée de punition. La privation ne devrait pas se faire parce qu'on a eu de mauvaises notes. C'est une sorte, ça ne peut qu'engendrer des ressentis négatifs chez l'enfant. Ça peut être un ressenti ou un sentiment de révolte, eh bien vous allez voir, de revanche aussi. Ça peut être aussi un repli carrément sur soi. Eh bien, puisque je ne mérite pas et je vais me mettre dans le coin et puis c'est bon. Comme ça peut être également une sorte de rancœur, de sentiment de voilà, ben, c'est parce qu'il ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il me prive de mes vacances ou qu'il me prive de ce que j'avais prévu. Mais les parents justement se disent oui, mais lui ou elle n'a pas fourni l'effort escompté. On ne va pas le récompenser pour quelque chose qui n'a pas... Justement, c'est là où l'on parlerait plutôt de résilience. Notre rôle quand on est parent, c'est d'apprendre à nos enfants à se remettre sur leurs pieds quand ils tombent. Il ne s'agit pas de les juger parce que parce que pour les parents, pas pour tous, je ne généralise pas bien sûr, mais pour certains parents, il n'est pas tombé en fait, il est juste pas monté.
Il n'a pas fait d'effort. Oui, voilà. c'est vrai, oui, malheureusement, c'est souvent le cas. Voilà. Mais ils oublient que peut-être l'enfant, il est déjà en difficulté. Quand on parle de difficultés scolaires, s'il n'a pas eu les notes que peut-être les parents attendaient, et là, je ne parle pas d'avoir première ou deuxième note, hein, vraiment de valider les acquis, ça veut dire d'avoir la moyenne. S'il n'est pas arrivé à l'avoir, c'est peut-être qu'il n'a pas pu le faire. Oui. Qu'il en souffre déjà. Absolument. Et quand on le prive en plus de vacances, de sorties et tout ça, c'est une double punition pour lui. Déjà qu'il se sent mal à l'aise, qu'il se sent diminué, qu'il se sent faible, qu'il se sent inférieur par rapport aux autres parce qu'il n'a pas réussi à faire ce que ses camarades ont pu faire. Et en plus, on le prive de vacances. Absolument. Donc c'est une double punition qui ne peut avoir que des effets très négatifs sur l'enfant. Alors pour finir justement, comment on peut faire que cette famille retrouve un équilibre, que cet enfant retrouve le sourire et que l'échec soit dépassé? On va peut-être commencer par reconstruire cette relation de confiance. On se fait confiance déjà. Et puis peut-être aussi programmer des petites séances de rattrapage. Pourquoi pas, puisqu'on parle de vacances, c'est l'occasion, si j'ai eu des difficultés dans telle ou telle matière, ce sera l'occasion de m'amuser. Je profite bien de mon été, d'aller à la plage, etc. Mais en parallèle, parce que c'est 2 mois de vacances. Absolument. Parfois, on oublie que, c'est souvent d'ailleurs le cas. Rattraper ses lacunes. Tout à fait. Mais je pense que tout au long de l'émission, si des parents désirent la revisionner, c'est possible, sur notre site medientv.com. Tout au long de l'émission, vous avez donné vos recommandations pour passer sereinement ces 2 mois ou plus de vacances et en même temps retrouver et compenser ces lacunes. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Hanan Oubidar, merci beaucoup. Vous êtes coach et psychothérapeute à Marrakech. Fouziane Saoudi, vous êtes docteur en technologie éducative, master coach et formatrice à Casablanca. Et moi, je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé. Prenons soin de nos reins pendant le mois de Ramadan. On en parle avec le docteur Fatem Zahra Jabran. Prendre soin de ses reins pendant Ramadan, c'est important et justement, nous allons vous expliquer tout cela en détail avec le docteur Fatem Zahra Jabran, néphrologue à l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, première question, nos reins sont-ils plus fragiles pendant le mois de Ramadan? En fait, ça dépend des reins et ça dépend de la personne. Si le rein va bien, s'il n'a pas de pathologie et si la personne n'a pas de maladie générale ou toute maladie qui pourrait avoir un impact négatif sur le jeûne n'est pas risqué, il n'y a pas de danger à jeûner. En revanche, si la personne a une pathologie générale, si la personne a une insuffisance rénale, mais bon là, elle ne peut pas jeûner, et si la personne a une maladie qui peut impacter sur le rein, le jeûne à ce moment-là peut être dangereux. Alors le jeûne n'est pas dangereux, c'est notre manière bien sûr de jeûner et surtout de manger ensuite. C'est surtout ça le problème qui peut être négatif. Sommes-nous responsables justement de l'état de santé de nos reins pendant le mois de Ramadan? C'est-à-dire quand certaines personnes, en plein milieu du mois de Ramadan, souffrent de douleurs au niveau des reins. Pour le médecin que vous êtes, est-ce que c'est une pathologie? C'est un manque d'hydratation? C'est quoi exactement? D'accord. Alors en fait, il y a plusieurs réponses à vos questions. Le premier niveau, c'est évidemment, est-ce que nous sommes responsables de nos reins? La réponse est oui. Nous sommes d'autant plus responsables de nos reins pendant une période de jeûne qui va être prolongée dans une saison qui est l'été. Et du coup, on sera beaucoup plus sujet à la déshydratation et on va solliciter nos reins. Donc évidemment, nous sommes responsables de notre mode de vie, de notre manière de nous alimenter, de nous hydrater. Et nous sommes donc amenés et obligés de bien nous hydrater après la rupture du jeûne. Ça, c'est par rapport à la première partie de votre question. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, ce sont ce que vous décrivez comme étant peut-être des coliques néphrétiques. Absolument. Une colique néphrétique, ce sont une douleur d'installation brutale qui va survenir au niveau de la zone des reins et qui va irradier vers le bas et vers l'intérieur, vers les organes génitaux. C'est une douleur qui peut être secondaire à la mise en tension, c'est-à-dire à la sollicitation des voies excrétrices de la tuyauterie qui va faire descendre l'urine du rein vers la vessie. Et ces douleurs, ces coliques néphrétiques, en fait, peuvent être expliquées et sont souvent secondaires à 80% des cas secondaires à une maladie lithiasique, ou sinon, ça peut être un caillot qui va bloquer les voies excrétrices, une tumeur, ou un petit bout du rein, une nécrose papillaire qui peut aller se boucher là-bas. Mais ce que je retiens en fait, c'est, vous avez parlé de caillots, justement, c'est ça. Et beaucoup de personnes découvrent la présence de caillots pendant
cette période de jeûne, est-ce qu'il y a une relation? Alors, il n'y a pas de relation entre la formation du caillot et le jeûne. Mais ce qu'on sait, c'est que pendant une période de jeûne prolongée, on va se déshydrater, ne pas boire, ça va favoriser l'apparition de la colique néphrétique, du symptôme de la douleur. On peut être porteur de lithiase, dans le cadre des lithiases, on peut être porteur de lithiase et être asymptomatique, ne pas souffrir, mais parce qu'on n'a pas suffisamment bu et parce qu'on a transpiré pendant la journée, ça va déclencher la crise. On sait que les motifs de consultation un des motifs de consultation d'urgence, c'est la colique néphrétique. Et on sait aussi qu'on a beaucoup plus de personnes qui viennent consulter pour la colique néphrétique pendant Ramadan. D'accord. Comment reconnaître la crise, en fait, de la colique néphrétique? Elle est assez typique. Alors, la colique néphrétique, c'est une douleur, comme je vous ai dit, d'installation brutale au niveau dorso-lombaire, donc vers la fin des dernières côtes, en fait, latérales, et qui va se diriger vers l'intérieur et vers les organes génitaux. C'est une douleur intense. Des deux côtés? Non. Alors, on peut avoir une colique néphrétique bilatérale. Mais en règle générale, on a une lithiase dans une voie excrétrice et donc on va avoir une douleur qui va se localiser dans une zone et pas une autre. Et cette douleur-là s'accompagne souvent d'hématurie, de présence de sang dans les urines, de vomissements, de douleurs abdominales. Après, on peut ne pas avoir de tableau typique. On peut juste avoir une petite lourdeur ou une petite sensation de pesanteur. Mais typiquement, quand une personne a eu une colique néphrétique, elle s'en rappelle, elle sait très bien faire le diagnostic toute seule. C'est une urgence médicale? Oui, c'est une urgence médicale. Au-delà de la douleur. Alors, il y a la douleur qu'il faut soulager, et puis il faut traiter la cause de la lithiase. Il faut savoir qu'une lithiase qui n'est pas traitée, elle peut récidiver. 65% des lithiases récidives, des coliques néphrétiques risquent de récidiver. Et le dernier point, ce qui est quand même important, c'est que ça expose à l'infection urinaire, ça expose à l'insuffisance rénale quand c'est complètement négligé. C'est la 3e cause de mise en dialyse dans notre pays. Alors, je ne vais pas alarmer tout le monde et dire que si on fait une colique néphrétique, on va finir en dialyse, mais il ne faut pas non plus négliger ce syndrome-là et ce tableau-là. Et justement, prendre soin de ses reins, c'est l'intitulé de notre rendez-vous avec vous aujourd'hui. Comment on peut prendre soin de nos reins, en particulier pendant cette période de jeûne, de journées longues et de nuits courtes? Il faut bien boire. Il faut respecter la règle des 2 litres par jour. C'est possible, en fait, entre une rupture du jeûne qui est relativement tardive et une limite qui est relativement aussi... enfin, on a très peu de temps quand même. Pour boire. Alors, quand on a des reins qui vont bien et un cœur qui est capable de gérer, de pomper une quantité de sang qui augmente de 2 litres en quelques heures, on doit boire, on doit protéger nos reins. Il faut savoir également que boire de l'eau, ça n'est pas boire du café. Il y a plein de gens pendant Ramadan qui vont s'hydrater en pensant s'hydrater en buvant beaucoup de thé et de café. Il faut savoir que le thé et le café, c'est diurétique. Ça va déshydrater la personne. Donc, il faut bien boire 2 litres par jour. On peut boire, même si la période est courte, sous réserve d'avoir un bon cœur et un bon rein. Et en règle générale, les gens qui sont malades du cœur ou malades des reins ne sont pas autorisés à jeûner. Donc c'est une raison supplémentaire pour que les personnes qui sont connues insuffisantes rénales, malades rénales chroniques ou qui ont une pathologie cardiologique, ils doivent parler à leur médecin et comprendre que ça peut exposer à un pronostic vital si jamais ils jeûnent. Ok, mais justement, vous avez dit le café et le thé sont des diurétiques et non pas considérés comme une forme d'hydratation, comme faisant partie des 2 litres recommandés quotidiennement. La soupe, les jus, est-ce que ça peut par contre compenser un peu en quelque sorte cette hydratation? Oui. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les soupes, jus rentrent dans les 2 litres. Pareil pour le thé, mais il ne faut pas non plus dépasser un certain seuil ou boire sur les 2 litres qu'on va boire en l'espace de quelques heures. Il ne faut pas que ça soit 1 litre de thé, un verre de café et puis le reste en boisson normale. Donc le jus également, c'est important. Il faut savoir que chez certaines personnes qui souffrent de lithiase, le fait de boire du jus peut acidifier les urines et peut favoriser, peut éviter la réapparition de lithiase. Mais ça sera au médecin traitant de conseiller en fonction de la nature de la lithiase, donc du calcul. D'accord. Alors, pour l'alimentation aussi, une alimentation saine et équilibrée, c'est important pour nos reins, sauf que malheureusement, on ne respecte pas forcément ces règles pendant cette période de jeûne, à la rupture. Pour vous, ça serait quoi l'alimentation idéale pour prendre soin de ses reins? L'idéal, en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que souvent on a tendance à dire il y a des études qui ont prouvé que le jeûne était bon pour la santé. Oui. En fait, c'est un jeûne mais qui n'est pas du tout dans les mêmes circonstances que notre jeûne à nous. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans des diètes, qui vont beaucoup s'hydrater dans la journée, qui vont pas manger beaucoup de croissants, des sucreries, des sucres lents, etc. à la rupture du jeûne. Donc c'est pas du tout la même approche. Et c'est pour ça qu'il est important, si on veut bénéficier de l'apport du jeûne pour notre organisme, de continuer dans cette dynamique-là après la rupture du jeûne et de bien manger, bien boire. Comme je vous ai dit, 2 litres par jour.
manger des fruits et des légumes, éviter de manger trop salé, et souvent on a des viennoiseries ou plutôt des croissants qui sont souvent salés, ou des quiches, etc., des pizzas, le harira et ainsi de suite. Absolument. Quand on est diabétique, on a tendance à manger des fruits secs, ça peut être riche en sucre, et donc ça c'est à éviter aussi. Maintenant, il faut être tout est dans la retenue et dans la mesure. Faire de l'activité physique, c'est bien. On a tendance également à faire beaucoup d'activités avant le jeûne. Il faut savoir avant la rupture du jeûne. Il faut savoir que quand on fait du sport sous le soleil avant le jeûne, on se déshydrate beaucoup plus, on transpire, et ça peut favoriser l'apparition de coliques néphrétiques, par exemple. Alors l'idéal pour vous, ça serait vers quelle heure? En début de L'idéal, journée? ce serait exactement quand le soleil n'est pas bien, disons, chaud. N'est pas à son zénith. N'est pas à son zénith, exactement. Ou alors, quand on est, après avoir mangé, une petite collation, aller faire son sport et revenir. D'accord. Alors, pour revenir aux personnes qui font des coliques néphrétiques, une fois que la crise est passée, est-ce que ces personnes peuvent jeûner ou pas? Reprendre leur jeûne ou pas? C'est du cas par cas. En fait, ça dépend de l'état du patient, ça dépend de ce que va lui dire son médecin et de ce que va trouver son médecin. Si la colique néphrétique survient chez une femme enceinte, chez un monsieur qui a un certain âge, ou une dame d'ailleurs qui a un certain âge, chez une personne qui est diabétique, hypertendue, qui a fait une infection sur sa lithiase, il est évidemment pas recommandé de jeûner. En revanche, si c'est un seul épisode de colique néphrétique, si la personne s'engage à bien boire, et bien sûr si le médecin donne son accord, on peut jeûner. Ça dépendra vraiment de l'accord du médecin qui s'y connaît mieux, disons, qui connaît mieux le cas du patient, et ça dépend aussi de la compliance de la personne. D'accord. Et une personne qui va faire une colique néphrétique pendant le mois de Ramadan, a-t-elle besoin de surveillance après, lorsque le rythme normal reprend? Alors, la colique néphrétique est récidivante, comme je vous ai dit, à 65-70% des cas. Donc, quand on en fait une, on va probablement en refaire une autre. Le deuxième point, c'est de savoir de quelle nature est cette lithiase, quand elle est secondaire, quand la colique est secondaire à la lithiase. Idéalement, en fait, c'est d'aller consulter, de récupérer son caillot et de le faire interpréter. C'est des analyses d'urine. Le médecin demandera également des analyses de sang pour pouvoir reconnaître la cause de la lithiase. Des fois, ça peut être un problème parathyroïdien ou un excès de calcium, de vitamine D. On prend beaucoup de calcium, de vitamine D en comprimé, et ça peut exposer à la formation de lithiase. Et puis, le deuxième point, c'est l'alimentation. Beaucoup de protéines, en fait, c'est beaucoup de substances qui vont s'agréger au niveau des urines et favoriser l'apparition de lithiase. Pareil donc, comme je vous ai dit, pour le calcium. Parce qu'on mange beaucoup sur une période courte, et donc, je ne sais pas, mais mécaniquement, le corps n'a pas le droit de... En fait, n'a pas le temps, pardon, de... Je ne pourrais pas vous répondre de façon scientifique à cette réponse pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de réelle étude. En fait, il y a eu des études qui ont été faites, mais sur de petits échantillons de gens. Ce sont des études qui ont été faites pendant le Ramadan, mais quand le Ramadan survenait l'hiver, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions. Donc on ne peut pas donner une réponse scientifique. En revanche, on constate, comme je vous ai dit tout à l'heure, une grosse corrélation entre le jeûne pendant l'été et l'augmentation des consultations pour colique néphrétique. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Dr Fatem Zahra Jabran, vous êtes également enseignante à la faculté de médecine Mohamed VI des sciences de la santé. C'est un plaisir d'échanger avec vous, docteur. Merci. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite sur Médiane TV et sur la radio du Grand Maghreb. Très bonne suite des programmes. Portez-vous bien, prenez soin de vos reins. À bientôt. Au revoir.